sur ta Goliath, tu charges le défilé. Flics et indiques, chien de la République, objection politique, réduite, un grand coup de trick. Gardien de la paix, d'un système en déroute, au lieu de la garder, tu devrais nous la foutre. Ton petit uniforme ne donne pas que des droits, moi aussi j'ai la forme, viens te battre avec moi. Alors, je tiens tout d'abord à remercier nos amis normands du mouvement Les Nationalistes de cette invitation. Et je vais prendre la parole en premier, avant de la céder à notre ami, connu pour les merveilleux slogans de l'histoire chevaleresque de la France, infligés avec la juste sanction que celui-ci méritait à un homme qui ne mérite vraiment pas de diriger le pays à la tête duquel il a été placé par on sait très bien qui. Alors justement, mon intervention risque d'être un peu moins politique et un peu moins passionnante que celle des orateurs qui me succéderont, mais je pense qu'elle est utile et nécessaire. Je vous parlais il y a quelques secondes, à l'ouverture de cette conférence, de la nécessité de faire attention, de ne pas prendre inconsidérément de photos, de ne pas enregistrer inconsidérément des conférences. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes une minorité inaccessible au découragement, mais une minorité en but à la répression d'un pouvoir qui est aux abois. D'un pouvoir qui sent que la situation, en tout point, lui échappe. Elle lui échappe économiquement, le coût de l'énergie par exemple, elle lui échappe sur le plan sécuritaire. Si nous sommes très surveillés parce que nous sommes dangereux politiquement pour le système, la sécurité de nos concitoyens français n'est plus assurée en quoi que ce soit, et le moindre banlieue d'une petite ville quelconque est devenu un véritable coupe-gorge pour ceux qui auraient le malheur de s'y rendre, que ce soit pour raisons personnelles ou professionnelles. Politiquement, internationalement, cette situation pour le gouvernement est tout aussi opérée, puisque celui-ci est à la remorque des intérêts yankees, et derrière les intérêts yankees, encore une fois, des intérêts de on ne sait qui. Face à cette situation, Charles Maurras avait analysé, déjà il y a plus de 80 ans, que la République est un régime qui gouverne fort mal, mais qui se défend fort bien. Et lorsqu'elle n'a plus d'autre solution pour continuer à piller le pays et à nous amener au bord du précipice, si on parle de précipice lui-même, que celle de la force, elle n'hésite jamais à l'utiliser. Vous, nous, moi, sommes chaque jour confrontés, d'une façon ou d'une autre, à la force de cette répression. Eh bien, pour pouvoir durer, pour pouvoir continuer, il faut savoir comment combattre cette répression, comment y faire face. On fait beaucoup plus facilement face à ce que l'on connaît qu'à ce que l'on ne connaît pas. Et il existe dans le monde militant des rumeurs, des légendes sur les pouvoirs de police, sur les pouvoirs de la justice. Pourquoi? Parce que tout simplement, les mécanismes judiciaires et l'organisation du pouvoir politique ne sont pas connus de nos militants. On combat mieux ce que l'on connaît, et dans la mesure où j'exerce la profession d'avocat, ou donc j'ai quelque expérience en la matière, il me semble utile de vous faire partager quelques considérations, quelques éléments. Alors je ne vais pas rentrer nécessairement dans les détails sur le fonctionnement du système judiciaire français et ensuite comment y faire face, pour que vous puissiez, lorsque, je ne le souhaite pas bien sûr, la situation se présentera, y faire face avec le plus d'efficacité possible. À titre liminaire, un militant est un militant qui dure. Lorsqu'un militant part en détention, lorsqu'un militant disparaît de la scène politique perd un activiste, perd un soldat.
Une armée qui perd un soldat est une armée d'autant moins efficace que ce soldat l'était. On ne sacrifie pas son travail politique par caprice ou par convenance. Le risque inutile, s'il peut être beau, lorsqu'il ne rapporte pas à la cause, est un gaspillage pur et simple. Je vous dis ça pourquoi? Combien de fois j'ai été amené comme avocat à intervenir pour des bagarres, j'allais dire, d'honneur, dont les conséquences ont été, hélas, largement plus dommageables que ne l'était l'outrage subi. Un antifasciste qui crache par terre, un tag. Lorsque l'on n'a pas la certitude de pouvoir gérer la situation qui va suivre sans dégâts collatéraux, ne mérite pas, et je pèse bien mes mots, que l'on sacrifie sa liberté, que l'on sacrifie son travail pour si peu. La prudence est le premier des conseils que je vous donnerai. Mais la prudence ne signifie pas, bien évidemment, l'absence de courage. Et je vous invite à rester des militants solides, des militants acharnés et des militants travailleurs. Ce système politique et judiciaire a, vis-à-vis de nous, deux moyens de coercition et de combat. Les analyser relève plus du bon sens que du système juridique. Il y a une répression collective et une répression individuelle. La répression collective s'exerce à l'encontre des structures. La répression individuelle s'exerce à l'encontre des militants. Nous sommes face à la répression collective fragilisés par rapport à d'autres groupes extrémistes. Je pense notamment à toute la racaille antifasciste. Pourquoi? C'est le Code de la sécurité intérieure qui définit très exactement les conditions dans lesquelles un mouvement politique peut être interdit, peut être dissous. Il peut être dissous par le Conseil des ministres avec signature du Premier ministre, de l'exécutif. Il peut être dissous dans principalement trois cas de figure. Le premier cas de figure nous est commun avec l'extrême gauche, c'est le fait que ce mouvement constitue une milice privée, une bande organisée destinée à troubler l'ordre public ou à renverser la République par la force. Les critères pris en compte par l'administration sont l'organisation hiérarchique, les entraînements physiques, les entraînements au combat, l'existence de grades, et bien évidemment l'implication dans des troubles à l'ordre public, dans des bagarres, dans des manifestations violentes. Si l'on regarde les groupes d'extrême gauche, on doit s'arrêter ici, puisque les deux autres critères et conditions prévues par le Code de la sécurité intérieure leur sont parfaitement étrangers. Le deuxième critère remonte à 1951, il n'est pas récent. En 1951, il y a eu une loi d'amnistie qui n'a pas été respectée, puisque vous avez vu que des gens comme Paul Touvier ont été condamnés bien après. Loi d'amnistie pour tous les faits dits de collaboration avec l'ennemi. Le problème, c'est que cette loi d'amnistie s'est accompagnée d'un petit texte, d'un petit codicille, disant que si les faits de collaboration avec l'ennemi étaient amnistiés, leur apologie devenait interdite. Il s'agissait pour le pouvoir gaulliste ou pré-gaulliste de l'époque, puisque c'est un pouvoir de la 4e République, issu du gouvernement provisoire de la République française du général de Gaulle et précédant la 5e République du même général, à titre temporaire, le général, pas la 5e. L'objet de cette loi était d'éviter qu'on puisse faire tomber le régime en défendant celui du maréchal Pétain. Ce texte a été repris, réutilisé, pour pouvoir interdire toute association, tout groupe politique qui ferait l'apologie de personnes ayant été condamnées pour faits de collaboration ou de ces faits de collaboration eux-mêmes. Bon, évidemment, ça ne concerne pas l'extrême gauche, mais ça nous concerne à nous. C'est-à-dire que le fait de célébrer dans le maréchal Pétain non pas le simple vainqueur de Verdun ou celui qui a résisté pied à pied à la politique d'occupation allemande, mais par la voie diplomatique, est puni.
le fait d'exalter la croisade anti-bolchevique est puni. Cela fragilise nos positions, mais nous ne devons pas baisser les bras, nous devons toujours trouver des solutions, des moyens détournés pour pouvoir continuer à travailler dans le bon sens. Il s'agit néanmoins d'une répression collective de plus en plus importante. Le troisième des critères qui est dangereux pour nous, c'est le critère dit de l'antiracisme. Alors, l'antiracisme, c'est évidemment l'auberge espagnole, puisque tout s'y est ajouté. À la provocation, à la haine, à la discrimination raciale, se sont ajoutés l'injure et la diffamation raciale, la contestation de crimes contre l'humanité, et bien évidemment, la défense des droits de toutes les minorités, à commencer par la minorité sexuelle. Donc, une association qui promeut la supériorité de notre race, de notre culture, de notre nation sur d'autres nations, d'autres races ou d'autres cultures, ou une association qui considère que le mariage des invertis est une chose catastrophique pour les bonnes mœurs, est sur une pente extrêmement glissante. Et sa situation peut devenir très rapidement compromise, puisque toute argumentation dans ce sens peut être analysée comme une incitation à la haine raciale ou une incitation à la haine ou une attaque à raison du genre ou de l'orientation sexuelle et faire tomber l'association dans le cadre des textes qui permettraient sa dissolution. Voilà, en quelque sorte, comment est encadrée la répression à titre collectif. Il faut bien évidemment, dans le cadre de vos campagnes de presse, dans le cadre de vos campagnes de collage, de vos interventions lorsque vous pourriez être invité dans les médias, dans nos médias ou les médias du système, faire attention. Il ne nous est pas interdit de défendre la vérité, il ne nous est pas interdit d'avoir raison, mais il nous est fortement recommandé d'être prudent, de peser nos mots, nos termes, et de ne pas prêter le flanc à la critique là-dessus, puisque les conséquences peuvent être très lourdes. Un bon mot de travers, une petite phrase qui fera sourire dans les chaumières chez nos amis, et c'est toute l'existence du mouvement politique auquel vous appartenez qui peut être compromise. Il faut le savoir. Le deuxième volet de la répression touche l'individu lui-même, le militant. Alors, la répression individuelle est exercée en France de deux façons. Elle est exercée premièrement par l'autorité judiciaire de façon, j'allais dire, quasi exclusive, et accessoirement par l'autorité administrative. En effet, il existe des possibilités d'organiser des perquisitions administratives si jamais le préfet d'un département considère que sur son ressort de compétences, il existe un danger terroriste important. Alors, c'est interprété de façon très large. J'ai eu le cas récemment en Alsace, où un groupe de jeunes que je connais, de jeunes et de moins jeunes, ils ont mon âge. Mais bon, la jeunesse est un état d'esprit. Un groupe de jeunes et de moins jeunes, donc, organisait chaque année des solstices, attirant plusieurs centaines de personnes, certes, ou des repas de camaraderie sur un terrain agricole dont l'un d'entre eux était propriétaire. Jusque-là, pas de difficulté. Sauf que l'orientation politique de ces gens-là, qui sont parmi mes meilleurs camarades, n'a pas longtemps fait mystère. Ils n'en ont pas eux-mêmes fait mystère. Et le préfet de Colmar a décidé de saisir le juge de la liberté et de la détention antiterroriste de Paris afin de permettre une perquisition chez eux pour voir s'il y avait du terrorisme ou pas. Bon, la perquisition a lieu, il n'y avait pas plus de terrorisme que de peur en branche. Par contre, il y avait des armes. Et toutes ces armes n'étaient pas légalement déclarées. Je vous laisse deviner pour ces camarades quelles ont été les conséquences. Donc, il y a une répression administrative si vous organisez localement des activités récurrentes, si vous organisez un groupe, vous pouvez vous attendre à ce qu'un jour, le préfet demande une perquisition administrative pour savoir si vous n'êtes pas un groupe de combat, un groupe dangereux, et que vous voyez donc arriver à 5 heures du matin des messieurs en bleu marine, casqués, débarquant exactement comme s'ils allaient maintenir l'ordre à Mayotte, ce qu'ils ne font bien évidemment pas parce que ça peut être dangereux pour eux, pour être mordus par les bêtes sauvages.
cette répression administrative débouche nécessairement sur une répression individuelle, judiciaire. Parce qu'en France, ce sont les juges qui peuvent condamner, et la police, lorsqu'elle agit dans le cadre de la mission que donnent ces juges, aide la police judiciaire. Et la police judiciaire, c'est le policier qui vous met en garde à vue, c'est le policier qui fait une perquisition chez vous, c'est le policier qui vous passe des menottes. Alors, la police judiciaire en France est organisée avec 4 types de police, pour parler de façon très rapide. La première très célèbre différence, c'est gendarmerie-police. Il existe encore quelques différences dans les compétences et dans les pouvoirs, mais elles sont minimes, elles ne méritent pas, je pense, qu'on s'y arrête longtemps. En quelque sorte, le gendarme a le droit de faire usage de son arme pour l'accomplissement de sa mission, et il a le droit de tirer pour défendre un terrain militaire. C'est-à-dire qu'en gros, si vous fuyez devant un gendarme, il peut vous tirer dans la jambe, et si vous tentez de forcer un barrage de gendarmerie, le gendarme pourra vous tirer dessus. Le policier ne peut tirer qu'en légitime défense. Normalement, il y a des exceptions tolérées. Ce sont les 2 grands types de police. Elles sont organisées l'une comme l'autre en sûreté urbaine et SRPJ. Sûreté urbaine, c'est la police qui dépend d'une ville, normalement d'un département, le chef-lieu. SRPJ, le service régional de police judiciaire, c'est la police qui dépend d'une cour d'appel, d'une région judiciaire. Pour certaines infractions un peu lourdes peuvent agir les GIRS, les groupements interrégionaux de sécurité. Il s'agit de groupements destinés à combattre la grande criminalité. Il n'y en a pas dans toutes les villes. Par exemple, à Toulouse, nous n'en avons pas. Nous dépendons à Toulouse de Bordeaux pour cela. Il y en a un à Marseille, il y en a un à Paris, il y en a un à Lyon, et il doit y en avoir un dans votre région. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'il se situe, mais il est certain qu'il y en a un. Et enfin, vous avez des offices centraux, et dont le plus célèbre office central pour la répression de lutte contre les crimes contre l'humanité. C'est-à-dire quand vous prenez votre plume pour écrire un message bien senti, c'est la police en charge des crimes contre l'humanité qui va enquêter contre vous. Un stylo permet de commettre un crime contre l'humanité. Ce sont des groupes qui ayant compétence nationale. On les voit débarquer très souvent, il y en a dans la police et il y en a dans la gendarmerie. Par exemple, l'enquêteur qui a traqué Vincent Guéret-Noir jusqu'au fin fond de l'Angleterre ne dépend pas de la police nationale, mais c'est un officier de gendarmerie. Et enfin, il y a une police qui paraît moins dangereuse, mais qui peut l'être parfois, qui est la police municipale. Alors la police municipale ne peut pas faire d'enquête. Elle ne peut pas enquêter sur vous. Les policiers municipaux n'ont pas le droit, par exemple, de vous suivre si vous collez des affiches. Ils n'ont le droit que d'interpeller s'ils voient commettre une infraction en flagrance. Coller une affiche n'est pas une infraction en flagrance, donc si jamais ils suivent un groupe de colleurs d'affiches, je l'ai déjà eu, j'ai déjà plaidé, j'ai déjà gagné, eh bien vous pouvez faire annuler le contrôle puisqu'ils ont commis un acte d'enquête ou excellente enquête qu'ils n'ont pas le droit de faire. Il faut le savoir. Par contre, si vous êtes en train de faire un tag, effectivement, ça c'est une infraction, ils le voient en flagrance, ils vous arrêtent, ils vous conduisent au premier OPJ venu, et là la procédure est inattaquable. La procédure judiciaire commence par la garde à vue. Alors la garde à vue, on entend dire tout et n'importe quoi dessus. La garde à vue, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le maintien à disposition de l'enquêteur, de quelqu'un sur qui pèse la suspicion d'avoir commis une infraction punie d'une peine de prison. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être placé en garde à vue pour une infraction qui n'est pas punie d'une peine de prison. La garde à vue, c'est ce qu'il y a au-dessus de l'audition libre. L'audition libre, on vous fait rentrer pour quelques heures dans le commissariat, on vous entend, on a le droit de prendre vos empreintes, attention, et puis on vous laisse repartir. C'est un peu comme la vérification d'identité, vous n'avez pas votre identité sur vous, on peut vous amener au commissariat, ce n'est pas une garde à vue, le temps de vérifier votre identité, de s'assurer que vous êtes bien la personne que vous déclarez. La garde à vue, c'est plus grave, on doit vous garder, pourquoi? Parce qu'on a besoin de votre présence pour effectuer les actes d'enquête. Donc la garde à vue, c'est pas agréable. C'est pas agréable parce que vous allez être dans un cul de basse-fosse, que ce soit dans une gendarmerie ou un commissariat de police, avec un espèce de petit bas-flanc en béton et une vague couverture verdâtre. Vous allez souvent avoir des toilettes rarement très propres à la turque dans votre cellule, donc au vu au-dessus de tout le monde, et vous allez trouver le temps très long. Et le temps n'est pas votre ennemi pendant la garde à vue. Pourquoi? Parce
que la garde à vue, elle peut durer 24 heures renouvelables, sauf cas très exceptionnels, terrorisme et autres, mais passons à côté pour l'instant. Et durant ces 24 heures ou 48 heures, les enquêteurs sont obligés de boucler leur dossier. C'est-à-dire que le policier, lui, il a intérêt à ce que vous collaboriez, à ce que les choses se passent vite. Et il va vous le faire sentir, il va vous dire, ça, répondez ou réponds, tu fais t'as tout le monde là, et tu sortiras, on peut te garder, c'est pas nous qui sommes dans ces lieux, c'est toi. Oui, d'accord. Mais si vous répondez, vous faites avancer son travail. Et vous travaillez contre vous et contre vos camarades. Donc, le temps n'est pas votre ennemi, il est l'ennemi de l'enquêteur du policier. Il faut vous mettre en position de résilience, en position de résistance. Vous devez vous dire, je vais passer un sale quart d'heure pendant 24 ou 48 heures, mais 24 ou 48 heures, ça s'écoule, même les siècles ont une fin. Et je ne vais pas donner à l'enquêteur, durant ces 24 ou 48 heures, les moyens de faire progresser ces investigations contre moi et contre mes camarades. Parce que durant la garde à vue, vous ne savez pas ce que le policier ou le gendarme sait. Vous l'ignorez. Lui, il le sait. Il a son dossier. Vous n'y avez pas accès. Si vous avez pris un avocat, votre avocat n'y a pas accès non plus pendant la garde à vue. Et à partir de là, si vous parlez, si vous dites quelque chose, vous ne savez pas si vous dites quelque chose que le gendarme ou le policier sait parce qu'il l'a dans le dossier, ou si vous dites quelque chose qu'il ne sait pas et que vous allez lui apprendre, et qui va donc faire progresser son enquête. Deuxièmement, il faut faire attention à ne pas mentir, ou du moins à ne mentir qu'à bon escient. Ce n'est pas facile à manier le mensonge, c'est une arme très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'il va falloir vous souvenir très exactement de votre mensonge. Et ce que vous avez dit à 8 heures du matin, vous allez être à nouveau interrogé dessus à 23 heures. Oui, mais entre 8 heures du matin et 23 heures, plusieurs heures se seront écoulées, vous ne vous souviendrez peut-être pas nécessairement de ce que vous avez raconté. Le policier, lui, ça se souviendra puisque c'est noté dans le dossier. C'est noté dans vos déclarations. Mentir sur des détails, c'est très dangereux. Lui, dont je ne le connais pas, j'ai à peine vu. Et durant la procédure, quelques secondes plus tard, le policier vous sort une photo où vous êtes un témoin de mariage. Ah. Oui, c'est ça l'incidence, allez-vous me dire, mais vous avez menti, donc vous êtes fragilisé. Il va pouvoir progresser. Alors, comment faire face à cela? Le policier, lors du début de la garde à vue, est obligé de vous notifier des droits. Alors, pour la petite histoire, ces droits, ils datent d'un garde des Sceaux, ça ne s'appelait pas la garde à vue à l'époque, ça s'appelait Victor Barthélemy, c'était le garde des Sceaux du gouvernement du Maréchal, et qui pour la première fois a décidé que lorsque quelqu'un est privé de liberté pour une enquête, eh bien, il appartient aux enquêteurs de s'assurer du respect fondamental de l'exercice des droits que lui donne la nature et dont il est nécessairement privé puisqu'il est entre quatre murs. Et parmi ces droits, il y a le droit de vous taire. On ne peut pas vous reprocher de vous taire pendant une garde à vue. Et je vous invite à faire usage du silence. Pourquoi du silence? Eh bien parce que vous ne mentirez pas, donc vous ne pourrez pas vous retrouver mis en porte-à-faux par vos propres propos. Et vous ne donnerez pas aux policiers de renseignements dont vous ne pouvez pas savoir avant d'avoir lu le dossier ou de l'avoir fait dire par votre avocat, s'il les connaît ou s'il ne les connaît pas. Également, il va falloir vous préparer à résister pendant ces 24 ou 48 heures. C'est pas facile. C'est pas facile. On a peut-être le gamin à aller chercher à l'école, les plantes à arroser, le chien à nourrir ou à sortir, ou plein de choses à faire. Bien, il faut prévoir. Il faut que ces obligations-là, vous ayez quelqu'un pour les exercer à votre place. Parce que sinon, vous n'allez pas tenir. Vous n'allez pas tenir, vous allez à un moment ou à un autre penser au chien à sortir, à la maman qui s'inquiète, à l'épouse ou à la compagne qui ne sait pas que vous n'allez pas accomplir les choses que vous êtes censé accomplir, à l'enfant qui va vous attendre à la sortie de l'école, etc. Donc, il faut que quelqu'un de confiance sache que vous êtes en garde à vue. On va vous demander de prévenir quelqu'un de votre famille, de faire prévenir quelqu'un de votre famille, ou votre employeur. Faites-le. Faites-le, mais choisissez bien la personne. Ne faites pas prévenir l'arrière-grand-tante Hortense qui habite au fin fond de la France et qui ne pourra prévenir personne. Faites prévenir quelqu'un de confiance que vous avez dans la famille,
ou votre petit ami, si jamais vous avez un petit ami ou une petite amie de confiance, selon vous êtes homme ou femme bien sûr, et qui puisse agir, que quelqu'un proche de vous ait les clés de chez vous. Il peut être amené à aller faire un peu de nettoyage, prévenir quelques visites, que quelqu'un de chez vous puisse venir arroser les plantes, sortir le chien, enfin, vous débarrasser de toutes ces contingences matérielles qui vont encombrer votre esprit pendant la garde à vue et qui vont être, pour les policiers, autant de faiblesses dans votre ligne de défense qu'ils sauront, croyez-moi, exploiter. Donc, vous faites prévenir quelqu'un de votre famille de confiance et vous avez déjà, dans vos relations, la personne que vous allez faire prévenir. Vous savez déjà qui. Vous ne serez pas seul à ce moment-là. Vous aurez quelqu'un dehors qui s'occupera de vos affaires. Et vous n'aurez pas à y penser. Vous aurez à penser à l'essentiel de votre défense. Deuxièmement, faites prévenir un avocat. Alors, on va vous dire que vous avez droit à un avocat. Moi, je vous invite à faire prévenir 2 avocats, minimum. Un avocat de la mouvance, moi, par exemple, ou un de mes confrères du clan, nous avons Maître Alain Belot à Paris qui travaille aussi avec le clan. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas été prévenu et demandé par la personne qui est en garde à vue, je ne pourrais pas rentrer dans le dossier. Les policiers me diront, mais Maître Bonneau, peut-être, il est en garde à vue, il ne vous a pas demandé, on ne voit pas pourquoi vous intervenez, donc on ne vous donne aucun renseignement. Si vous demandez mon intervention, les policiers m'appelleront et je serai dans le dossier. Les enquêteurs, des gendarmes aussi m'appelleront et je serai dans le dossier. Alors je ne pourrai pas nécessairement venir ni Maître Belot, mais au moins on existera dans le dossier, donc on pourra appeler l'officier de police judiciaire, il sera obligé de nous tenir informés du déroulement de la garde à vue. Et ensuite, parce que nécessairement ou presque on ne pourra pas se déplacer, j'habite Toulouse, vous m'appelez à 8h du matin, vous me faites appeler parce que les policiers sont passés, vous arrêtez à 6h chez vous, je ne pourrai pas être là à midi, clairement. Eh bien, vous prenez l'avocat d'office. Pourquoi? Parce que l'avocat d'office, même s'il n'est pas de vos idées, il est utile. Combien de fois j'ai vu des faux par les services de police? Vous savez, vous avez 2 personnes qui sont mises en cause pour une infraction quelconque, les policiers savent très bien pourquoi. Mais ils le savent par la bande, quelqu'un leur a dit, ou ils ont fait une écoute clandestine, les écoutes téléphoniques illégales, ça existe, ça pullule. C'est très simple, les écoutes téléphoniques illégales, vous êtes policier, vous n'avez pas le droit de faire une écoute téléphonique si vous n'avez pas une autorisation du juge d'instruction ou du juge des libertés de la détention, vous n'avez ni l'une ni l'autre, eh bien vous allez chez SFR, chez Orange, chez Free, avec votre petite clé USB, et vous demandez au chef de la plateforme de bien vouloir mettre telle ligne sur écoute. Ben, il le fera. Il ne vous demandera pas il vous demandera pas un papier, il n'osera pas. Il mettra la ligne sur écoute et il vous rendra, vous policier, la clé USB avec le contenu. Il faut apprendre, les policiers, beaucoup de choses de ce contenu, certainement. Ils ne pourront pas l'utiliser à la justice, parce qu'elle est illégale d'écoute. Et donc, quand ils auront en garde à vue les protagonistes, comme ils savent exactement ce qui s'est dit et qui a fait quoi, ils vont essayer de l'exploiter, de faire parler Pierre contre Paul. Et pour faire parler Pierre contre Paul, ils ont une méthode classique qui a existé de tout temps, c'est le flou. Ils vont faire un faux PV de Pierre qui va bien raconter tout ce qu'ils savent, et puis ils vont aller le montrer à Paul. Et Paul va piquer une grosse colère. Alors souvent c'est Rachid et Mouloud, parce que Pierre et Paul, mais bon, dans la mesure où on n'est pas Rachid et Mouloud, j'utilise d'autres prénoms. Eh bien, la personne qui voit un PV dans lequel tout est balancé par son collègue, son ami, n'a pas de scrupule et souvent balance. Et là, les policiers recueillent les observations en faisant bien attention de ne pas dire comment ils les ont eues. Et puis là, ils ont un vrai PV d'aveu, ils vont le montrer à l'autre, qui pique également la même colère. C'est gagné, il y a 2 personnes qui les détesteront pendant le restant de leur jour, et les policiers ont fait avancer leur enquête. Sauf que si vous avez un avocat même commis d'office, ça n'aura pas lieu. Parce que n'importe quel avocat qui aura une garde à vue, l'avocat ne peut pas intervenir pendant que vous êtes interrogé en garde à vue. Il ne peut que contrôler la régularité de la garde à vue. N'importe quel avocat, s'il voit un policier arriver et dire « Bon, ben, je te fais lire ce qu'a dit ton copain, tu vas voir comment il te stalle ton copain, tu vas voir comment il te sucre. » N'importe quel avocat dira « Attendez, monsieur l'enquêteur, dans le PV, vous allez noter à 12h45, donnons lecture à monsieur X du PV d'audition de monsieur Z réalisé par mon service à 10h48 du matin. Ben, évidemment, si c'est un faux, il n'a pas existé, jamais le policier ne prendra le risque de faire lire un PV qui n'est pas dans la procédure. Et donc, vous serez protégé par l'avocat d'office contre ce genre de forgeries qui sont, croyez-moi, monnaie courante. Donc, l'avocat d'office, il est nécessaire
De même, l'avocat d'office, les policiers seront obligés de me donner ses coordonnées. Donc je pourrais avoir un suivi de la garde à vue, même à distance, par l'avocat d'office, qui sera toujours plus fiable que ce que vont me raconter les OPJ. Parce que croyez-moi, entre ce que me racontent parfois les OPJ durant une garde à vue et la réalité de ce qui s'est passé pendant la garde à vue, il y a très souvent des années-lumière. Vous êtes tous malades. On l'est tous. Ça doit être le vaccin. Vous êtes tous malades, pourquoi? Parce que le policier est obligé de veiller à votre santé. Et obligé de veiller à votre santé, le policier va vous proposer de vous faire voir par un médecin. N'essayez pas de gagner du temps en disant « Allez, je ne vais pas prendre le médecin parce que comme ça, je resterai 1 heure de moins en garde à vue, je pourrais aller boire l'apéro avec les copains. » Non, non, vous ne resterez pas 1 heure de moins, vous n'irez pas boire l'apéro. Paralyser l'action du policier. Le temps que le médecin vous examine, c'est un temps dont le policier ne dispose pas pour faire des actes d'enquête, dont il ne dispose pas pour aller perquisitionner chez vous, dont il ne dispose pas pour vous interroger. Profitez-en. Et puis en même temps, si jamais l'interpellation s'est passée de façon un peu musclée, vous pourrez montrer vos bleus et vos blessures au médecin et indiquer que ce sont les policiers qui les ont commises, ces infractions-là. C'est les policiers qui vous ont causé ces blessures. Ça sera toujours utile pour la procédure derrière. Et si vous avez le malheur d'avoir une petite fragilité de santé, un petit diabète, une petite surtension, vous êtes un grand malade. Cependant, un grand malade, c'est pas grave. Mais pour le policier, ça peut l'être. Parce que quelqu'un qui perd conscience, qui fait un coma en garde à vue ou qui décède en garde à vue, la carrière de monsieur le policier, elle est terminée. Il peut devenir balayeur. Fini. Il n'a pas envie que sa carrière elle finisse, monsieur le policier. Donc, si jamais vous avez un problème, il va demander non pas un simple médecin d'un SOS médecin ou de l'association qui gère les gardes à vue dans votre ressort territorial, il va demander un spécialiste. Il va peut-être vous amener à l'hôpital. Et c'est toujours du temps gagné parce que c'est du temps dont il ne disposera pas pour boucler sa procédure à votre encontre. Dites-vous que le temps, c'est votre ami et son ennemi, pas le contraire. Une fois que ce principe est compris, l'essentiel est compris. Donc, ça se résume en une formule assez connue. Mastaf, médecin, avocat, se taire, avis famille. C'est un moyen mnémotechnique à retenir et qui vous permet normalement de résister durant la garde à vue. Il faut savoir que lorsque les policiers interviennent également en amont de la garde à vue, ils peuvent intervenir dans 3 cas de figure. L'enquête préliminaire, la flagrance, l'instruction judiciaire. Bon, l'instruction judiciaire, c'est le pire. Ça veut dire que vous avez un juge d'instruction aux fesses, il a tous les droits. Il peut vous avoir fait mettre sur écoute téléphonique, il peut envoyer les policiers rentrer chez vous de force. Donc si le matin à 6 h, cling clong, police nationale ou gendarmerie, ouvrez. Ah, assurez-vous déjà que ce soit des policiers ou des gendarmes. Vous pouvez le faire en appelant le 17 au besoin, hein, ils vous répondront. Et demandez-leur dans quel cadre ils interviennent. Ne leur ouvrez pas de suite. Messieurs, dans quel cadre intervenez-vous? Avez-vous une commission rogatoire? S'ils ont une commission rogatoire, ils n'ont pas envie d'avoir des amis, ils vous la montreront. Et là, vous ouvrez parce que sinon, ils ont le droit de défoncer la porte. Mais s'ils n'en ont pas et que vous leur ouvrez, ils rentreront volontairement et constateront que vous leur avez ouvert et ils vous arrêteront. Si vous ne leur avez pas ouvert, ils n'ont pas le droit de le faire. Ils n'ont pas le droit de le faire s'ils sont en enquête préliminaire, c'est-à-dire si l'infraction sur laquelle ils enquêtent est vieille de plus de 8 jours renouvelés, c'est-à-dire 8 jours ou 15 jours. Donc vous savez à peu près les bêtises que vous avez pu faire. Vous savez, s'il y a 8 jours ou il y a 10 jours, vous avez lutté contre l'adage punk are not dead en butant le dernier punk du quartier. Tout le monde sait à peu près ce qu'il a fait il y a 8 ou 10 jours. Donc si vous avez quelque chose à vous reprocher il y a 8 ou 10 jours, il y a toutes les chances que vous soyez en flagrance et que le policier puisse venir casser votre porte et venir vous interpeller chez vous. Si vous n'avez rien à vous reprocher récemment, et si vous ne participez pas à quelque chose qui puisse s'analyser en une infraction suffisamment grave pour qu'une instruction judiciaire soit ouverte à votre rencontre, si vous n'avez pas participé à une grosse bagarre en réunion au fin fond d'un quartier, si vous n'avez pas chassé le punk à chien, le gauchiste ou le panou-panou récemment dans le quartier, normalement, vous êtes en enquête préliminaire. Et en enquête préliminaire, le policier sera obligé de vous reconvoquer.
Et il vous donnera souvent une convocation oralement. Il vous dira, bon, écoutez, monsieur, alors à ce moment-là, vous viendrez après-demain. Vous viendrez cet après-midi à 14 heures. Et vous allez y aller. Vous allez y aller parce que si vous n'y allez pas, il pourra revenir et là, il pourra casser votre porte. C'est le code de procédure pénale qui le lui permettra. Mais entre-temps, vous aurez pu vous préparer à la garde à vue, c'est-à-dire que vous aurez prévenu les gens qu'il faut prévenir, vous aurez rendu compte, parce que c'est très important de rendre compte, et puis ensuite, vous aurez pris les précautions nécessaires pour que votre appartement ne ressemble pas à la caverne d'Ali Baba et ne fournisse pas pour 20 ans de quoi gloser à la direction générale des renseignements intérieurs du coin. Vous aurez préparé donc votre garde à vue. Voilà. Préparant une garde à vue, vous éviterez sans doute de longs mois de détention, à vos camarades de subir les conséquences de vos étourderies. Donc c'est important. Nous avons un adversaire qui ne pardonne pas, qui gouverne mal mais qui se défend bien. Nous avons un système judiciaire lourd, maladroit parfois, mais efficace, parce que rodé. Ne prêtons pas le flanc à ce système judiciaire, soyons le plus solide. Cette répression traduit sa faiblesse. Ne baissons pas les bras, luttons. Lorsqu'une garde à vue se termine, ça ne signifie pas que la procédure se termine. Les policiers et les enquêteurs utilisent souvent la tactique du coup de pied dans la fourmilière. Ils ont un dossier, ils savent qu'il y a un groupe militant politique qui se renforce dans une région, que ce groupe peut présenter un danger. Il y a quelques tags par-ci par-là. Ils vont les utiliser pour placer 2-3 personnes du groupe en garde à vue. La garde à vue durera 4 heures, 5 heures, pas plus. Ce qui les intéresse, c'est pas ce que vous allez dire pendant cette garde à vue-là. Ils savent très bien qu'ils tapent un peu au hasard. Ce qui les intéresse, c'est les conséquences de cette garde à vue. Parce qu'ils pensent que, ayant été placés en garde à vue, vous allez parler au téléphone entre vous. Et là, ils vont demander une autorisation, ils l'auront, au juge des libertés de la détention, pour placer sur écoute les téléphones de ces gardés à vue, et au besoin d'autres téléphones derrière. Donc s'il y a une garde à vue d'un militant de votre groupe local, ou de quelqu'un que vous connaissez sans qu'il soit nécessairement adhérent à votre groupe, un camarade, et qu'il soit sorti de garde à vue indemne, n'imaginez pas que la procédure est finie, loin de là. Très probablement, la procédure continue, redoublée de vigilance. Rendez compte à votre hiérarchie. Attention, un tel a passé quelques heures en garde à vue. Ce n'est pas dénoncer quelqu'un, c'est votre hiérarchie politique. Un tel a passé plusieurs heures en garde à vue, ça peut dire qu'un tel est sur la sellette, un tel est placé sur écoute, il faut faire attention lorsqu'on parle à un tel. Et souvent, la personne qui a été placée en garde à vue le sait lui-même. Voilà. Avec ces quelques conseils qui sont un peu rébarbatifs et sans doute moins passionnants que ceux que notre camarade Damien va vous raconter tout à l'heure, vous serez peut-être parés à résister. Et si nous résistons tous, parce qu'une chaîne n'est jamais plus forte que son maillon le plus faible, et si nous sommes tous le maillon fort de la chaîne, eh bien nous aurons raison de ce système, parce que ce système qui se bat contre son peuple, qui tente de désarmer son peuple, ramenez tous vos armes à la préfecture s'il vous plaît, ce système qui tente de châtrer son peuple, soyez gentils, laissez-vous frapper, ne ripostez pas. Ce système est un système à bout, c'est un système qui ne défend que lui-même, qui ne défend que ses commanditaires, c'est un système qui est dans ces derniers jours, dans ces derniers mois, qui peut s'effondrer du jour au lendemain. La conjoncture n'a jamais été aussi favorable qu'actuellement. Ne gâchons pas par maladresse et impréparation nos chances de victoire. Je vous remercie. Parti verbalisé, uniforme de tapette, armé de TPV. Et toi jolie fliquette, dans ton trait moulant, en banlieue c'est la fête, mais on t'y voit rarement. Gardien de la paix, d'un système en déroute, au lieu de la garder, tu devrais nous la foutre. Ton petit uniforme ne donne pas que des droits, moi aussi j'ai la forme, viens te battre avec moi.